Bien, c'est ce qu'on craignait, c'est arrivé malgré les efforts de dernière minute, la proposition de la PCHQ hier. On est en grève ce matin dans l'industrie de la construction résidentielle. Oui, c'est officiel, grève générale illimitée. La PCHQ qui a déposé hier donc une offre après avoir rencontré l'Alliance syndicale pendant plusieurs heures, mais ces offres-là ont été refusées. Alors, conséquence, les chantiers sont fermés depuis minuit. Il y a des points de rassemblement qui sont prévus aux 4 coins du Québec. Maintenant, de quelle façon, dans le concret, là, sur le terrain, ça va se manifester? Est-ce qu'il y a des chantiers qui vont demeurer ouverts jusqu'à ce que le syndicat les visite? Si oui, il y a des promoteurs quand même qui ont fourni toutes les adresses des chantiers aux policiers pour se protéger en vue d'éventuelles représailles. Parce que dans le passé, nous dit-on, il y a eu parfois des bris d'équipement ou des bris de matériaux qui ont été rapportés. Voici d'ailleurs les commentaires d'Alexandre Ricard. Il est porte-parole, lui, de l'Alliance syndicale de la construction, suivi d'Isabelle Demers, vice-présidente développement stratégique aux affaires publiques à la PCHQ. Est-ce que c'est un manque de respect? Est-ce que c'est une non-compréhension de la situation? Je pense que nos membres peuvent en juger d'eux autres mêmes. Mais clairement, ça ne permet pas de conclure à des possibles rapprochements dans un bref délai. Il faut être attentif à trouver cet équilibre-là entre ce que les ménages sont en mesure d'absorber comme augmentation, ce qui est attrayant, qui reste attrayant comme salaire pour les travailleurs de l'industrie, compétitif versus les autres secteurs, mais aussi qui soit aussi sensé pour les entrepreneurs. Bon, mais c'est le point clé, là. C'est que c'est, dans le cas de la construction résidentielle, c'est pas le gouvernement qui paye, c'est pas des grosses compagnies qui payent pour faire une usine, c'est des ménages qui vont finir par acheter la maison. C'est eux, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de troisième joueur qui vient payer par la bande, c'est des ménages qui vont devoir payer la facture. Donc je comprends qu'à la PCHQ, on soit rigoureux dans la gestion. Est-ce que c'est un manque, quand j'entends le syndicat dire c'est un manque de respect, tu sais, c'est une négociation, mais si tu me donnes pas ce que je veux, c'est un manque de respect. C'est peut-être aussi, en tout cas, une incapacité de payer des montants aussi élevés. Il y a un écart d'à peu près 6 là, entre les demandes salariales du syndicat et l'offre de la PCHQ. Et selon aussi les chiffres avancés par la PCHQ, là, dans le contexte actuel, là, les demandes du syndicat, ça représenterait à peu près une augmentation de 55 000 $ sur une construction neuve. Alors là, il y a la capacité. Mais c'est contesté par ça, c'est le chiffre de la PCHQ. Le syndicat conteste ce chiffre-là en disant le coût de main-d'œuvre n'est pas si élevé dans une maison. Mais mettons que c'est pas 55 000, mettons que c'est 48 000. Ça veut dire le prix des résidences est déjà très élevé. Ça a brassé hier à cette commission d'enquête sur la SAC. Je sais pas comment un homme de classe et de culture comme toi va pouvoir utiliser le vocabulaire pour nous résumer ça. Là. Là. Sais-tu quoi? Je vais te le faire entendre. Ça va être encore plus simple. Alors, résumons un peu le témoignage de Daniel Pelletier. C'est un ancien directeur de la vérification à la SAC. Puis, il y a eu plusieurs éléments très importants. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Là. Alors, d'une part, en raison de ce gouffre financier provoqué par le fiasco de SACLIC, la SAC a songé piger dans le fonds réservé aux accidentés de la route pour se sortir de l'impasse. Parce qu'avant que le projet SACLIC s'enlise, le déficit de la SAC était de 35 millions. Aujourd'hui, on parle de déficit anticipé de 1 milliard de dollars. Et le témoignage de M. Pelletier a révélé toutes sortes de faits extrêmement troublants, notamment que la haute direction et le conseil d'administration savaient depuis 2020 que les coûts du projet Casa-SACLIC allaient dépasser le milliard de dollars. Et l'extrait que je vais vous faire entendre de son témoignage, parce que là, il sera contre-interrogé aujourd'hui, mais hier, il a fait des révélations aussi très choquantes impliquant l'ex-PDG de la SAC, Denis Marcellet, et celui qui est sous les projecteurs depuis le début de la commission et le scandale SACLIC, c'est un nom qu'on entend de plus en plus, Carl Malenfant, responsable de Casa. Alors, voici donc les commentaires de celui dont on a entendu le témoignage hier, Daniel Pelletier. À un moment donné, on l'a questionné aussi à savoir de qui il parle lorsqu'il fait allusion donc à ces faits qu'il avançait hier. Voici l'extrait. Là, vous m'excuserez le terme ici, mais c'est exactement ça que je lui ai dit. J'ai dit, Denis, tu te fais bullshiter. Okay? J'y avais dit ça comme ça. Une espèce de cri du cœur, là. Qui bullshitait M. Marcellet? C'était très clair dans mon esprit. C'était par Carl Malenfant.
Je peux pas être plus clair. En d'autres termes, je le disais, l'impression, c'était Carl Malenfant endormait un peu le PDG. Là. Quand il dit Denis dans l'extrait, c'est Denis Marcellet qui était à ce moment-là le PDG de la SAAQ. Alors lui, comme vérificateur, avait l'impression que le grand patron se faisait endormir, ni plus ni moins, par un VP qui dit « Ah, tu vas voir, ça dépasse un peu, mais tout va... » Tu sais, le fameux « tout va être correct », là. Il avalait le « tout va être correct », puis ça n'a pas été correct. Ça a été toute une journée hier à l'Assemblée nationale dans cette commission parlementaire qui commençait à étudier le projet de loi 106 sur la rémunération des médecins. François Legault avait dit que ça allait brasser. Ça a brassé. Oui. Ça va se poursuivre d'ailleurs aujourd'hui là, à 11h15. Mais hier, c'était une collision frontale entre les médecins et Christian Dubé. Il y a eu différents témoignages qu'on a entendus, entre autres de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Le Collège des médecins aussi est venu témoigner. François Legault également, qui a eu vraiment des mots là, très, très, très incisifs à l'endroit de ce qu'il a l'intention de faire dans cette réforme de la rémunération des médecins qu'il souhaite relier donc aux indicateurs de performance, mais globaux, là, pas individuels. Et il y a eu toute la question aussi de... on accuse les médecins de brandir cet épouvantail envers les patients, de les menacer en disant « ben ça se peut que vous n'aurez plus de médecin de famille ». Alors là, Christian Dubé a mis les points sur les i là, en disant « c'est pas vrai, c'est pas ça qui va arriver ». Il a même questionné le Collège des médecins à savoir là, si c'était dans leur code de déontologique de telles pratiques. On vous a préparé un montage des meilleurs extraits donc de ce qui a été entendu lors de cette journée d'audience. Dr Marc-André Amiot de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, suivi du Dr Vincent Oliva, les médecins spécialistes, le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le docteur Maurice Gaudreault, lui, qui est président du Collège des médecins. C'est catastrophique. Hein? C'est dangereux ce qui s'en vient. Moi, me faire insulter, là, à un moment donné, je vais accrocher mes gants puis mon stéthoscope, puis je vais dire, c'est terminé. Là. Il y a beaucoup de médecins qui sont dans cette situation-là. Ça fait 20 ans que ça aurait dû être fait. À chaque fois, ils ont fait des campagnes de peur. Ils envoient des lettres à leurs patients. Moi, je voudrais juste que vous vérifiez si ça fait partie de la vision du code déontologique que vous avez pour les médecins. S'il y a une action dite concertée, ben ça reste à prouver puis à démontrer. Voilà. Docteur Gaudreault, lui, dans ça, là, le dernier qu'on vient d'entendre, pas mal plus délicat parce que lui, c'est le Collège des médecins. Pas un syndicat de médecins. C'est pas un syndicat de médecins. Lui, il est là pour protéger le public. C'est l'ordre professionnel des médecins. Il est là pour protéger le public. Il participait quand même, il avait quand même dit, là, hier, on avait ça dans la presse, entre autres, que le projet de loi était un danger, puis tout ça. Mais là, sauf qu'une fois rendu sur place, il a dû répondre. Christian Dubé ne l'a pas questionné sur ce qu'il pensait du projet de loi, il l'a questionné beaucoup plus sur ce qu'il pensait des moyens de pression utilisés par les médecins qui utilisent des patients. Et là, le docteur Gaudreault s'est retrouvé sur la défensive. Bon. Ouais, d'ailleurs, une petite mention sur ce qui est sorti ce matin dans la presse, Mario, c'est le regroupement provincial des comités d'usagers qui, donc, ajoute sa voix au débat, parle que le projet de loi du ministre est raisonnable et que le gouvernement est en droit de demander à la communauté médicale un effort supplémentaire pour améliorer l'accès à la prise en charge. Moi, j'ai un malaise dans ce dossier-là pour ceux qui reçoivent des papiers comme quoi vous aurez plus votre médecin si ça passe. Oui, mais c'est de ça dont il était question. Là. C'est ça. Oui, malaise, mais c'est ce malaise-là qu'il y avait. C'est à répondre à ça qu'avait un malaise, le président du Collège des médecins, M. Gaudreault. Est-ce que c'est éthique de menacer ses patients, de perdre leur médecin, de faire paniquer? Parce que semble-t-il qu'hier, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais semble-t-il qu'hier, il y avait des personnes malades ou âgées qui appelaient dans les bureaux de comté des députés pour dire « Moi, j'ai reçu une lettre, je vais perdre mon docteur. » et tout ça. Ben, c'est sûr, c'est comme un conflit qui a lieu en dehors du public, je trouve. Là. Oui, mais là, qu'on prend le public un peu en otage, donc je pense que c'était ça le malaise. Bon, on avait fait venir le roi, entre autres, disait-on, pour affirmer la souveraineté du Canada, mais un peu pour faire un pied de nez à Donald Trump. M. Trump ne s'est pas laissé impressionner. Non, il a répondu par la bouche de ses canons, c'est-à-dire des déclarations sur son réseau social Truth. Alors, on a l'impression qu'il a profité de la visite du roi. Il y a peut-être des petits passages du discours qui l'a choqué pour revenir à la charge, finalement, avec son idée d'annexion du Canada. Alors, il a fait une publication quelques heures après le départ du roi, a dévoilé la fameuse somme que le Canada devrait verser pour participer au Golden Dome, le fameux dôme doré. 61 milliards de dollars. Ce serait la part à payer pour le Canada. Mais, le président dit, si le Canada devient le 51e État,
il n'y aurait rien à débourser. Fait qu'on serait pas payeur d'impôts on n'aurait pas d'impôts à payer dans Mais le là, nouveau... c'était pas réglé, ça, Mario. Le 51e État, il y avait, à un moment donné, là, c'était dans le Globe and Mail de mémoire, ou en tout cas un journal. Avec son ambassadeur... Un média anglais, là, c'est ça, son ambassadeur disait, non, M. Trump a compris, il ne devrait pas ramener ça sur la place publique. Visiblement, ça n'aura pas été trop long. Maintenant, résumons ce qui s'est dit et écrit sur la visite du roi Charles III hier. Donc, discours du trône qu'il a lu, sans mentionner directement Trump, mais il a fait des allusions à l'indépendance, l'autonomie là, du Canada, la souveraineté du Canada, a assuré que l'autodétermination, c'était une valeur chère aux Canadiens. Très bon français. Il a dit, donc d'ailleurs, que la langue française et la culture québécoise étaient au cœur de l'identité canadienne. Et il a conclu ce discours d'à peu près une demi-heure lorsqu'il a dit, fait référence à l'hymne national, le Grand Nord est effectivement fort et libre. Voici donc un extrait du discours du roi Charles III. Le gouvernement protégera la souveraineté du Canada en rebâtissant, réarmant et réinvestissant dans les forces armées canadiennes. Voilà. Mais la réponse de Trump, parce qu'il en a profité pour ramener son dôme d'or, il dit que la contribution canadienne, c'est 61 milliards. Bon, je ne sais pas comment il arrive à ça, parce que si je le fais au prorata de la population ou au prorata de n'importe quoi, c'est difficile. Lui, il dit que ça va coûter 175 au total. Le Québec paierait, le Canada paierait, je ne sais pas trop pourquoi cette proportion-là. Ceci dit, c'est-tu si fou? On dit qu'on va... Des milliards dans l'armée, là, on va en mettre... S'il faut monter à 2 %, puis plus que 2 % à 3 puis à 4 % la proportion de notre PIB dans l'armée, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de milliards. Puis, si on a un système de protection aérien, je sais pas, ramène-les sur 20 ans, ça fait 3 milliards par année, là. On n'a pas encore négocié. Là, c'est Trump qui nous lance une facture dans les airs. Mais moi, si j'étais Mark Carney, je le niaiserais un peu, je dirais, c'est une base de, tu sais, je comprends que quand tu dis 61 milliards, il fallait le donner dans une année. Là, c'est un versement unique. C'est un versement unique. Combien de paiements? Non, mais tu sais, c'est un immense projet sur une très longue période. Là. Si tu l'amortis sur 20 ans, mettons 3 milliards par année, c'est vraiment bon. Puis mettons que tu le négocies 61, tu finis à 45. Et est-ce que ça compte dans notre pourcentage du PIB par rapport à la défense? Oui. Puis de surcroît, je veux dire, moi, si je suis Mark Carney, dans 60 milliards, mettons... Mais là, il faut qu'il y ait des retombées. On a General Dynamics, on a plus de bombardiers là, qui veut faire plus de militaires dans ce qui est aérospatial. Peut-être qu'on peut ramasser une partie des contrats au Canada, parce que juste si on est partenaire de cette affaire-là, on est partenaire. On a des mines d'or. Non. Oui, non, mais pour vrai, c'est une blague. Fait que c'est ça. Fait que, on pourrait... Lui, il envoie ça comme une boutade, mais Mark Carney pourrait le prendre au mot et dire, nous, on n'est pas pauvres. Au Canada, on est moyen de s'asseoir et de parler de ça. Bon, ceci dit, M. Trump, je pense que le Canada n'est pas son plus gros problème de la semaine. Là. Non, il est vraiment sur le cas de Harvard, encore une fois, parce que là, il veut mettre fin à tous les contrats passés avec la prestigieuse université américaine. Ça, c'est 100 millions de dollars selon ce qu'avancent les médias américains. D'ailleurs, l'exécutif a envoyé une lettre aux agences fédérales pour leur demander d'identifier les contrats qui ont été passés avec Harvard et de dire si ces contrats-là peuvent être annulés ou encore redirigés ailleurs. Alors, c'est un bras de fer aussi entre le président Trump et Harvard, qui lui refuse de lui donner un droit de regard sur les admissions d'étudiants et les recrutements de professeurs. Ce que dit le président, c'est que l'université ne lutte pas assez contre l'antisémitisme sur son campus. Mais il y a des gens qui ont répliqué ce que Trump dit. Nous, on ne sait même pas. C'est l'université qui accepte des étudiants. Nous, le gouvernement fédéral, on ne le sait même pas. Je voyais plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui faisaient valoir, voyons, vous leur émettez. Chaque étudiant, pour venir, doit avoir un visa d'étudiant. Il est émis par le gouvernement. Votre gouvernement émet des visas. À la limite, si vous saviez que quelqu'un est un dangereux ou une menace à la sécurité, vous émettrez pas le visa. Fait qu'il y a un bout... c'est vrai que c'est l'université qui les choisit dans le sens qu'il faut que tu passes les examens, il faut que tu démontres. Il y a des tests d'aptitude, pas facile de rentrer à Harvard, ou il faut que tu aies bien de l'argent. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais non, mais pour vrai, les gens, même si tu passais tous les examens pour rentrer à Harvard, si le gouvernement ne t'émet pas ton visa, tu pourras pas rentrer.
On commence à parler de la fête nationale, là, Isabelle. Oui, tranquillement, on dévoile les programmations parce qu'on sait que ça se célèbre pendant 2 jours. Hein. Les 23, les 24 juin, on a parlé de la fête nationale de Laval. Hier, c'était le dévoilement de la fête nationale de Montréal qui est célébrée le 24 juin, 191e année. Et pour la première fois, ce sera une femme qui va l'animer à Montréal. C'est la première fois? Première fois, Voyons. je te jure. Moi aussi, j'ai eu la même réaction. J'avais jamais réalisé que ce n'était que des hommes qui avaient animé. Donc, Guylaine Tremblay. Guylaine Tremblay, c'est son année avec Jeannette. Elle dit qu'en plus, avec le chiffre 100, il y a quelque chose avec elle et ce chiffre-là cette année. Guylaine Tremblay, d'ailleurs, Christine de TVA Nouvelles l'a interviewée hier par rapport à sa réaction puisque ça représente pour elle la fête nationale. Le 24 juin, c'est la plus belle des fêtes. C'est une fête lumineuse. Je te disais tout à l'heure, c'est rassembleur. Et peu importe d'où tu viens, à qui tu crois, peu importe si ça fait 3 secondes que tu es ici ou 100 ans, t'as ta place à la fête nationale. Et moi, c'est ce que je trouve formidable, qu'enfin, il y a une fête où tout le monde peut vibrer. Puis le thème de cette année, c'est l'amour. Oui, Ah, et si ça, on c'est se parlait rassembleur, d'amour, l'amour, ben ouais. oui, vraiment. Puis là, on est tête d'affiche, ben je veux dire, on a vraiment choisi la bonne personne. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec! Robert Charlebois. Ouais, qui, malgré les années qui passent, donne encore tout un show, là. Là, ça fougue, il n'a rien perdu. Il y a Matt Lang, Sarah Dufour, Yann Perrault, Yama Laurent, Bonenfant, Elisabeth Saint-Gelais, Antoine Bertrand. Il y a 150 choristes sur scène et Loud aussi. L'intérêt d'ajouter le hip-hop, l'année passée, il y avait Fouki, entre autres, parce qu'on sait que le Colocasse a vraiment créé cette espèce de lien-là avec la Saint-Jean. Moi, j'ai de la misère à dire fête nationale, je dis Saint-Jean. Là. C'est le même, j'aime ça. J'approuve ça parfaitement. Moi, je suis une fille de Saint-Jean. Même que des fois, on dit 1000 H, la Saint-Jean. On y va vraiment à fond. Puis ce sera également les 50 ans cette année, il ne faut pas l'oublier, de Jean du Pays. On n'aurait plus besoin de chanter Happy Birthday, Jean-Marie. Comment finit Happy Birthday? How? Chaque Québécois, c'est votre tour. Parce qu'avant 1975, on disait Happy Birthday, puis à un moment donné, ils se sont dit, il faut bien avoir notre hymne à nous autres aussi. Donc, Gilles Mais c'est Vigneault, quelqu'un, je me souviens plus qui avait lancé le défi. Yvon Deschamps. C'est Yvon Deschamps. C'est Yvon qui avait Deschamps. lancé le défi à Gilles Vigneault. Oui. On est tanné Happy Birthday, on n'a pas de chanson. Ça n'a pas de bon sens Ça a qu'en pas de bon français au sens. Québec, on peut pas chanter Bonne Fête. Fait qu'avec Yvon, Louise Forestier, Gilles Vigneault, ils ont entamé cette chanson-là qui est devenue un hymne, qui a été composé aussi avec Gaston Rochon. Et depuis ce temps-là, ben, je veux dire, c'est devenu un hymne québécois complètement parce que c'est vrai que c'était curieux dans les années 70 de souhaiter Happy Birthday aux Québécois. Donc, ce sera les 50 ans cette année, puis ça va se faire sentir aussi dans le traditionnel défilé de Montréal. On veut faire des tableaux justement avec Jean du Pays, les symboles du Québec, la neige. Peut-être qu'il y aura un tableau sur le Fait que ça va Baril être la Fred. fête de Jean du Ça Pays. va être la fête de Jean du Pays en plus. Est-ce qu'on va revoir les deux mêmes équipes que l'an passé en finale de la Coupe Stanley? Ça s'enligne pour Alexandre? ça. Ça s'enligne pour ça parce que hier, les Oilers d'Edmonton se sont approchés à une seule victoire d'atteindre la finale de la Coupe Stanley. Eux qui mènent maintenant cette série-là, donc 3-1. Match d'hier, donc Oilers 4, les Stars 1. Début de Draisaitl, Perry, Kapanen et Henrik. 28 arrêts pour Stuart Skinner, qui en a encore une fois donné une bonne c'est des performance nouveaux hier. Oilers, là. Oui. Parce que, je veux dire, je regardais la tête mettons, les 5 premiers compteurs des séries, le 4 sur 5, c'est des Oilers. Là, je veux dire, Draisaitl, McDavid. Mais ils donnent moins de buts. T'sais, les Oilers qu'on a connus, c'est une équipe. Ils marquent des buts à pelleter, mais ils s'en font marquer. Puis là, t'essayes de gagner 6-5. T'essayes d'en Je vais marquer. juste dans un sens. T'essayes d'en marquer plus que tu t'en fais marquer. Mais cette année, les Oilers donnent pas beaucoup de buts. Là. Alors, t'as entièrement raison, ça c'est clair. On va garder un œil aussi sur l'état de santé de Hyman parce qu'il a retraité au vestiaire hier après avoir esquivé un contact avec Marchman. Il n'est pas revenu là, par la suite. Maintenant, quand on dit qu'on risque d'assister à un match revanche de l'année passée, ben ce soir, ce sera au tour des Hurricanes de la Caroline, encore une fois, de faire face à l'élimination contre les Panthers de la Floride. Les Hurricanes ont eu un petit regain de vie dans le dernier match en blanchissant les Panthers 3-0. Alors, font face encore une fois à l'élimination. Ce soir, le match est à Raleigh. En rappelant que ça avait été toute une série quand même, que les Oilers ont pensé que les Oilers allaient se faire sortir. Il avait rebondi là, dans cette série-là pour forcer un 7e match. Il avait gagné vers la fin pour forcer un 7e match. Et bon, les Panthers avaient fini par l'emporter. Mais tu sais, une série revanche Panthers-Oilers, on la